Bienvenue à cette soirée où nous allons nous interroger sur une grande question. Est-ce que le Québec est à un tournant en matière de violence faite aux femmes? Grand sujet. Cette soirée est organisée par le Centre Justice et Foi en collaboration avec le département des sciences religieuses de l'UQAM. Mon nom est Catherine Caron. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis rédactrice en chef à la revue adjointe. C'est mon rédacteur en chef qui va rigoler si j'oublie le adjointe par nervosité. Oui, c'est ça. Il y a rédactrice en chef adjointe à la revue Relations. Et donc, cette soirée est dans la foulée du numéro que vous avez vu à l'entrée et que certains d'entre vous ont peut-être déjà parcouru. Je pense que c'est un de nos bons numéros. On en est assez fiers et on a la chance d'avoir deux des auteurs ce soir avec nous que je vais vous présenter dans quelques minutes. Alors, vous imaginez bien, plusieurs d'entre vous savez peut-être aussi que la revue Relations célébrait son 75e anniversaire l'année dernière. Et elle a bien sûr souvent traité du sujet des violences faites aux femmes au fil des décennies. Ce soir, on vous a apporté quelques numéros, des articles où on a un peu traité de ces sujets-là au fil des années. Et bien évidemment, il nous était impossible de ne pas être très fortement interpellés par les mouvements actuels contre les agressions sexuelles dans les universités ou ailleurs dans le milieu du travail. Contre la culture du viol et bien sûr toute la question des femmes autochtones disparues ou assassinées. Ça fait, tout le monde, vous savez, ces choses-là. Comme revue, on a voulu donc nous repencher sur le sujet, un sujet qui est très vaste. Il a fallu faire des choix. Je vais vous en reparler dans quelques minutes. Alors, ces mouvements et ces dénonciations faites par les victimes créent une sorte d'électrochoc dans la société québécoise depuis quelque temps. Il y a un réveil, un cri qui s'exprime et ça ressemble peut-être un petit peu à ce qui s'est passé dans les années 70 où il y avait eu un cri comme ça des femmes québécoises qui dénonçaient les situations de violence conjugale et qui, grâce à ça, ont obtenu les premières maisons d'hébergement. Alors, on est dans un moment comme ça en tant que société et on ne sait pas encore qu'est-ce qui va émerger de ça. Nos invités vont nous en parler ce soir. Qu'est-ce qui émerge et qu'est-ce qui n'émerge pas? Ou qu'est-ce qu'on n'entend pas de ce cri? On va en parler. Ces mouvements qu'on connaît au Québec s'inscrivent aussi dans une mouvance internationale. La revue, on a voulu faire un dossier centré sur le Québec, mais vraiment, tout ça fait écho à des phénomènes qui se produisent, de violences qui se produisent ailleurs. Et il y a un grand mouvement international qui commence vraiment à se mettre en place. Le 8 mars dernier, il y avait carrément un appel à la grève internationale des femmes qui s'est déroulé dans 50 pays sur 5 continents. Étrangement, je ne pense pas que le Québec, on était partie prenante de ça. Mais on va y être sans doute l'année prochaine parce que c'est ça se construit parce que les femmes réagissent aux nombreuses situations de violence qu'elles vivent. Et il y a des phénomènes vraiment troublants que vous connaissez comme les féminicides, les meurtres misogynes de femmes en tant que femmes, toutes sortes de violences horribles qu'on voit dans différents pays, incluant ici. Et donc, il y a quelque chose de plus grand encore en termes de mouvement global là, qui se met en place et qui est à suivre. Et qui donne espoir aussi, bien évidemment. Alors, je vais vous glisser quelques mots sur la revue parce que c'est quand même de ça qu'on part ce soir, même si tout le monde ne l'a pas lu. On va quand même vous dire un petit peu ce qu'on a voulu faire dans le numéro. Puis ce soir, on cherche à prolonger les réflexions qu'on a mis de l'avant là-dedans. Alors, la première auteure à qui on a fait appel, c'est Aurélie Lanctot, qui est à mes côtés, à qui on a demandé un article où elle nous parle de l'affaire Alice Paquet et aussi de l'affaire des femmes autochtones de Val-d'Or. Et elle nous parle en fait de quelles leçons le Québec a tirées de ces deux affaires-là et quelles leçons on n'a pas tirées de ces affaires-là. Elle va vous sans doute y revenir tout à l'heure. Il y a tout un article de fond qui parle, un très bon article de la situation spécifique des femmes autochtones, qui évidemment sont celles qui vivent des violences, des discriminations, des violences multiples, croisées, qui s'ajoutent les unes aux autres, et une situation de colonialisme aussi qui continue de faire des victimes. C'est le texte de Julie Perrault. Est-ce qu'elle est ici, Julie Perrault? Non? Ensuite, il y a un article sur la traite humaine, qui est un sujet que j'ai toujours du mal à croire que la traite humaine est une réalité qu'on connaît au Québec, mais oui, il y a des situations d'exploitation sexuelle et de travail forcé qu'on met dans la catégorie de la traite humaine. Sylvie Gagnon nous a signé un article là-dessus.
On parle aussi de la violence conjugale en contexte migratoire. C'est un article de Salima Massoui. Wendy Cookier, que vous connaissez peut-être, qui est dans le mouvement qui travaille sur le contrôle des armes, nous fait un article assez accablant sur la nécessité, évidemment, du contrôle des armes pour réduire les violences faites aux femmes. C'est un chantier quasiment à refaire. Si vous lisez son article, les années Harper ayant démoli énormément de choses qui avaient été mises en place dans ce domaine-là. Et notre cher Will Prosper, qui est notre homme du dossier, qui nous parle du féminisme et que les hommes doivent être féministes aussi et qu'ils ont leur rôle à jouer pour réduire et enrayer les violences faites aux femmes. Tous les articles présentent des pistes de solutions. On s'efforce toujours de faire ça, mais celui qui est entièrement consacré aux pistes de solutions, c'est celui d'Éliane Legauroy. Très bon article aussi avec de multiples pistes qui donnent des solutions et de l'espoir pour l'avenir. Et en plus de tout ça, il y a un très beau poème de Hélène Knott. Alors, ça vous donne un aperçu. On vous invite à, évidemment, vous le procurer et à le lire. Donc, Éliane est à ma droite. Je vais vous la présenter plus longuement tout à l'heure. Aurélie, je l'ai déjà mentionné, est à ma gauche. Isabelle Paillé est avec nous aussi ce soir, ainsi que Nicolas Lévesque, c'est notre homme pour la soirée, qui a accepté avec audace de venir avec nous parler de ce sujet-là. Chacun va vous faire une présentation de 15 minutes. C'est tout un défi pour eux. 15 minutes, c'est vraiment pas long. Puis je vais être assez sévère pour que chacun respecte son temps. Puis qu'après, on ait une belle période d'échange avec vous. Il va y avoir une pause avant ça. Vous allez pouvoir relaxer un petit peu, préparer vos réflexions ou vous remettre de ce qu'ils auront dit, peut-être, je ne sais pas. Alors, on y va sans plus tarder avec Éliane. Éliane, elle est politologue et militante féministe, membre de la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, où elle travaillait jusqu'à tout récemment. Elle signe dans le numéro l'article qui s'intitule « Violence faite aux femmes, il est temps d'agir ». Et on lui a demandé de nous parler du lien entre... vous savez qu'il y a évidemment plusieurs phénomènes qui forment le terreau des violences faites aux femmes. Et parmi ces phénomènes-là, il y a la question des inégalités, de la croissance des inégalités. Alors, on lui a demandé de faire le lien entre les inégalités économiques et sociales et les violences qui émergent à différents endroits. À toi, Éliane. Bien, merci pour la présentation et pour l'invitation. Donc, comme Catherine l'a dit, quand j'ai rédigé l'article qui est dans la revue, j'ai travaillé à la clé, la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. Puis je pense que c'est vraiment là que j'ai pu le plus, dans ma vie, constater l'impact de la pauvreté sur la vie des femmes, sur leur santé physique, leur santé mentale, sur les choix qu'elles peuvent faire et finalement sur leur sécurité et leur vulnérabilité à la violence. D'abord et avant tout, avant même de parler de pauvreté des femmes, je pense que c'est important de rappeler que même les femmes qui travaillent, même les femmes qui ont un bon salaire, la moyenne des femmes gagne 87 sous pour $1 qui est gagné par un homme. Donc, on part déjà de là avant même de parler de pauvreté. Sinon, en termes de pauvreté, au Canada, on estime qu'environ 9 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est très difficile de trouver des chiffres exacts et je vais essayer de ne pas vous emmerder avec trop de chiffres. Mais on peut se dire que les femmes sont toujours, peu importe les chiffres qu'on trouve, plus pauvres que les hommes. Mais la pauvreté, c'est également... la pauvreté et les différents systèmes d'oppression s'entrecroisent et font en sorte que la réalité est encore pire pour les femmes, d'abord, mais elle est encore pire pour les femmes qui vivent d'autres systèmes d'oppression, comme le racisme, le colonialisme, l'handicapisme, etc. Donc, par exemple, les femmes âgées, l'écart se creuse encore davantage avec les hommes. Elles gagnent 59 % du revenu des hommes du même âge. Si on se dit que l'ensemble de la population du Canada, c'est environ 9 % des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, bien pour les femmes autochtones, ça monte à 36 %. Les femmes avec un handicap, 28,4 %. Donc, on voit que les systèmes d'oppression, les inégalités que les gens vivent s'entrecroisent avec la pauvreté pour empirer la situation. Donc, ces inégalités systémiques-là, bien, elles vulnérabilisent les femmes à la violence parce qu'elles restreignent les choix qui s'offrent à elles. Elles restreignent leurs choix en matière d'emploi,
Parce que d'abord, ça coûte des sous faire des études, suivre des formations. Ensuite, ça coûte des sous avoir accès à un ordinateur, s'habiller propre, faire garder les enfants pour aller à l'entrevue, des fois se déplacer dans une autre ville pour avoir accès à un emploi auquel on n'a pas accès chez nous. Ensuite, la pauvreté, elle restreint les choix en matière de santé. Parce qu'on ne va pas se mentir, on vit dans un système de santé à 2 vitesses. Si j'ai envie de voir un dermatologue demain matin, je peux soit attendre 2 ans ou payer 450 $ puis aller au privé. Donc, c'est sûr que ça change quelque chose sur notre santé quand on n'a pas accès aux mêmes choses que tout le monde. Dans le même sens, aussi, la pauvreté, elle a un impact sur ce qu'on va manger. Ça a des impacts sur tellement de choses. Ça va choisir souvent le lieu où on vit. Ça va déterminer le lieu où on vit dans une ville. Puis ça, ça peut avoir un impact sur quel type de commerce d'alimentation se trouve autour de nous, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on a les moyens de manger, etc. Les femmes qui ont des emplois précaires, souvent, n'ont pas accès à des assurances. Elles n'ont pas de journée de maladie payée. Donc, tout ça, ça a un impact sur leur accès à la santé au même titre que les autres. Aussi, il faut le dire, la pauvreté, ça use, ça stresse, ça angoisse. On est toujours dans cette pensée-là. Puis, en plus, on n'a pas nécessairement les moyens d'aller relaxer en se faisant masser ou encore en allant voir un psychologue pour s'aider à aller mieux. Donc, c'est tous des systèmes qui tournent en boucle puis qui s'empirent les uns les autres. La pauvreté restreint aussi les choix des femmes en matière de sécurité. Parce que, comme on le disait, elle détermine le lieu où on vit. On va peut-être pas vivre dans le quartier le plus sécuritaire ou dans l'appartement le plus sécuritaire lui-même en termes de moisissure ou quoi que ce soit. Ça va déterminer nos moyens de transport. Ça va déterminer les jobs qu'on consent à accepter. Une job dans laquelle on ne se sent pas nécessairement en sécurité, pas nécessairement à l'aise, mais si on sait qu'on a un coussin financier, on peut la refuser puis attendre la prochaine. Mais si on est dans la pauvreté déjà, on va peut-être l'accepter tout de suite. De la même façon, moi, si je rentre ce soir puis que j'ai un transfert d'autobus à faire puis je dois attendre 20 minutes sur un coin de rue, il fait noir, je ne suis pas à l'aise. Si je suis dans la pauvreté, je vais attendre mon prochain autobus pareil en croisant les doigts qu'il ne se passe rien. Sinon, je pourrais prendre un taxi. Donc, ça change vraiment les choix puis les options qui s'offrent à nous. Finalement, en restreignant tous ces choix-là, la pauvreté, elle affecte la mobilité sociale des femmes. C'est sûr que c'est plus difficile de sortir de la pauvreté quand on est pauvre, c'est ironique, mais si on a de la difficulté à accéder à des emplois, si on a de la difficulté à prendre soin de nous, si on a de la difficulté à se soustraire à la violence, ça fait des embûches qui sont très difficiles à surmonter pour améliorer notre condition. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est sûr que ça s'applique aussi aux hommes. Puis être pauvre, c'est jamais heureux qu'on soit un homme ou une femme. Toutefois, il y a une réalité particulière à la vie des femmes. D'abord, à cause des rôles sociaux de sexe, ça joue sur la pauvreté des femmes. Donc, il y a les emplois on disait tout à l'heure, 87 sous pour $1. Les emplois dits féminins sont moins bien payés, etc. Puis, même si l'égalité de droit est atteinte, dans les faits, il y a encore beaucoup de rôles de genre qui incombent aux femmes, comme celui de s'occuper des tâches ménagères puis des enfants. Ces rôles traditionnels-là, puis le fait que les femmes gagnent moins d'argent, vont souvent faire en sorte que c'est les femmes qui restent à la maison s'il y a des enfants. Elles sont aussi plus nombreuses à devenir des aidantes naturelles. Puis finalement, quand les familles se séparent, dans 80%, c'est les femmes qui vont devenir chefs de famille monoparentale, puis 21% d'entre elles vivent dans la pauvreté. Une autre particularité, puis c'est le cœur de la soirée de ce soir, c'est que les femmes sont victimes de violence, de la violence des hommes. Donc ça apporte une couleur particulière à la réalité de la pauvreté. On sait que les femmes sont trop souvent victimes de violences parce qu'elles sont des femmes. Donc, c'est 80% des victimes de violences conjugales qui sont des femmes, 69% des victimes de violences intrafamiliales et 84% des victimes d'agressions sexuelles. C'est un fait démontré, je crois que ça s'appelle l'effet Matilda, mais je ne l'explique pas de façon très scientifique, mais plus on est victime d'oppression, plus on va être victime d'oppression. C'est comme si c'est comme quand on a une bourse à l'université, mettons, là, je vais te donner l'exemple positif. Quand on a une bourse à l'université, après ça, tout le monde nous court après pour nous donner d'autres bourses. Fait que là, ça, c'est l'aspect positif. Mais là, quand on est victime de violence, on a plus de chances d'être victime de violence. C'est l'effet inverse, puis c'est malheureux, puis ça, c'est
justement ce qui se passe avec les oppressions différentes. Quand on est victime d'oppression, bien, on va être victime d'une autre oppression souvent. Donc, si on revient aux mères qui ont des enfants à charge, par exemple, bien, si une femme vit du harcèlement au travail, puis qu'elle sait que ça va être difficile pour elle de se retrouver un autre emploi, que ce soit parce qu'elle est victime de racisme, parce qu'elle vit avec un handicap, si en plus elle est déjà dans une précarité économique, bien, elle va y penser à 2 fois à quitter son emploi, même si elle vit du harcèlement, parce qu'elle n'a pas d'autres options, parce qu'elle a une famille à faire vivre, etc. C'est la même chose pour une femme qui vit de la violence conjugale, mais qui reste avec son conjoint pour éviter de faire vivre ses enfants et elle dans la pauvreté, si elle le quitte. Dans tous les cas, qu'on ait des enfants ou non, c'est toujours extrêmement difficile de quitter un conjoint violent. Mais imaginez si on n'a pas accès à des ressources d'hébergement, si on sait qu'on n'a pas les moyens de se payer l'hôtel ou les moyens de payer un loyer tout seul, bien, ça fait une grosse différence dans notre choix, dans notre prise de décision. Donc, on voit que la pauvreté en restreignant le choix des femmes, les choix qui s'offrent à elles, bien, elle les vulnérabilise également à la violence. Un autre exemple, qui est évidemment celui que moi je connais mieux, ben, c'est la prostitution. On dit souvent que la prostitution, c'est un choix en l'absence d'autres choix. C'est un des principaux facteurs d'entrée dans la prostitution, c'est la pauvreté. Puis un des principaux facteurs de maintien dans la prostitution, c'est la pauvreté. Puis même une fois que les femmes sortent de la prostitution, elles demeurent souvent très pauvres parce qu'elles ont des dettes, elles ont des amendes à payer, elles ont des contraintes à l'emploi, bon, différentes dynamiques. Ça démontre, selon moi, assez bien le cercle vicieux de la pauvreté. Parce que comme elles avaient très peu de choix, elles ont fait le choix d'entrer dans la prostitution, puis ce choix-là les contraint à continuer de vivre dans la pauvreté à cause des impacts du choix. Donc, c'est vraiment le cercle vicieux de la pauvreté. J'ai l'air de donner des exemples anodins comme ça ou dans tous les sens, mais ces exemples-là mettent en lumière des pistes de solutions, en fait, qui contribueraient à diminuer les inégalités entre les femmes puis les hommes, puis à faire en sorte que les femmes soient moins vulnérables à la violence. Donc, c'est le cas, par exemple, de l'augmentation du salaire minimum. Il faut qu'il y ait des alternatives pour les femmes, pour éviter que la prostitution remplace le filet social. Quand travailler à temps plein ne permet pas de vivre décemment, ne permet pas de faire vivre sa famille, quels sont les choix qui s'offrent aux femmes? Donc, comme on sait que les femmes sont 60% des travailleurs-travailleuses au salaire minimum, l'augmentation du salaire minimum à un revenu décent, c'est une façon concrète de sortir les femmes de la pauvreté. Donc, au-delà de la nécessité d'un salaire minimum qui permettrait de vivre décemment, bien, il ne faut pas oublier qu'il y a également des personnes qui ont des contraintes à l'emploi puis qui doivent vivre de prestations de l'aide sociale. Malheureusement, la valeur de ces prestations-là a constamment baissé depuis 1970, puis l'accès à l'aide sociale lui-même s'est resserré. Donc, il faut absolument aider les femmes à se sortir de la pauvreté parce que travailler puis être pauvre, ça n'a pas d'allure. Puis même avoir des prestations gouvernementales qui ne nous permettent pas de vivre, ça n'a pas de sens non plus. Une autre mesure qui a été mise en lumière par mes exemples, bien, c'est la nécessité de bonifier le parc de logements sociaux puis le financement adéquat des ressources d'hébergement d'urgence. Trop de femmes restent avec des conjoints violents ou même avec un proxénète parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer un loyer seul puis parce qu'elles n'ont pas accès à un logement social. Même chose pour les ressources d'hébergement. La Fédération des maisons d'hébergement pour femmes refuse chaque année 6 000 demandes parce qu'elle n'a pas les ressources nécessaires pour accueillir les femmes. Donc, c'est des femmes qui sont dans une situation de violence, qui veulent quitter, mais qui n'ont pas aucune option qui s'offre à elles. Donc, évidemment, un financement adéquat des ressources également et la bonification des logements sociaux, ça serait la base. Une autre piste de solution, mais ça serait d'améliorer l'accessibilité des soins de santé puis des services sociaux des femmes. Je vais passer rapidement parce que je pense que ça va peut-être être abordé par mes collègues, mais le Québec est la province où les soins de santé sont le plus difficilement accessibles et ça l'est plus pour les femmes et ça l'est plus pour les personnes pauvres. Donc, un autre exemple d'inégalité à ce niveau-là. Ouais, il faudrait faciliter l'accès à des services de garde si on veut que les femmes aient accès au travail. Au Québec, on est une des provinces, on est une des provinces où il y a le moins de femmes qui travaillent.
comparé aux autres provinces, et c'est directement lié à la difficulté d'accéder à des services de garde accessibles. Évidemment, il y a plein d'autres mesures sociales, là, ça serait trop long de toutes les nommer, mais financer adéquatement le soutien à l'intégration des femmes immigrantes, l'accès à la justice, la reconnaissance des femmes prostituées pour l'IVAC, pour les indemnisations pour les victimes d'actes criminels. Donc, il y a énormément de mesures. Mais une façon très claire de voir justement l'impact de ces mesures-là, c'est l'analyse différenciée selon les sexes. Tout récemment, au dépôt du budget, une chroniqueuse de l'Iris dans le Journal de Montréal faisait remarquer que les mesures destinées aux femmes, les mesures d'austérité qui impactaient les femmes représentaient 3 milliards de dollars, alors que les mesures de relance qui favorisaient les hommes représentaient près de 4 milliards de dollars. Donc, on voit à quel point on creuse les inégalités entre les hommes et les femmes à même les budgets, à même les politiques gouvernementales. Donc, si les gouvernements avaient l'obligation de calculer puis de rendre public l'impact différencié selon le sexe de leurs décisions, bien, on serait en meilleure posture pour dénoncer quand ils font erreur et peut-être qu'eux-mêmes se garderaient une petite gêne pour s'attaquer de façon aussi visible à l'égalité homme-femme. En conclusion, j'espère avoir pu faire la preuve en quelques minutes qu'on a vraiment besoin de mesures qui prennent en compte l'impact, qui prennent en compte les décisions que les femmes doivent prendre. Voyons, je vais réussir à le dire. On a besoin de ces mesures-là si on veut s'assurer que les décisions que les femmes prennent et qui ont un impact sur leur sécurité et leur santé ne soient pas tributaires de leur situation économique et des différentes oppressions qu'elles vivent. Il y a plus de 20 ans, la Marche du pain et des roses pointait du doigt les mêmes problématiques et réclamait, pour lutter contre les violences que vivent les femmes, des emplois décents, de l'investissement dans les infrastructures sociales et une hausse du salaire minimum. Donc, ça fait 20 ans, les solutions demeurent les mêmes et le refus du gouvernement de les reconnaître et de les mettre en place est une violence symbolique qui vient s'ajouter aux autres. Parce que diminuer les inégalités, c'est un choix politique. Si on ignore les inégalités, comme c'est le cas du dernier budget, petite statistique comique, dans tout le budget, il est mentionné à 2 reprises le mot « inégalité » et à 518 reprises le mot « croissance ». Donc, on voit quelles sont les priorités. Donc, si on ne les nomme pas, ces réalités-là, si on ne veut pas les prendre en considération, c'est sûr qu'on ne peut pas agir sur elles. Oui, on peut faire des mesures, des plans d'action, des stratégies, puis aider à la pièce différentes catégories, mais s'il n'y a pas de volonté politique claire d'agir sur les inégalités, bien, elles vont continuer de se creuser. Juste 2 petits exemples rapidement de à quel point c'est vraiment juste une question de volonté politique. Ce qui manquait en 2011 à la couverture des besoins de base des plus pauvres de tout le Québec correspondra grosso modo à l'augmentation de la rémunération des médecins depuis 2009. Donc, ça a été réalisé en pleine restriction budgétaire. On a décidé d'augmenter le salaire des médecins, mais avec ça, on aurait pu augmenter le seuil de vie de tous les plus pauvres du Québec. Sinon, pour le logement social, on parle de 11 % du parc locatif au Québec. Le FRAPRU demande la création de 50 000 logements sociaux. On lui en a donné 3 000 au dernier budget. Ce n'est pas une demande farfelue que de demander 50 000 logements sociaux. Au Québec, on a 11 % de notre parc locatif qui est du logement social. Au Danemark, c'est 51 %. Aux Pays-Bas, c'est 75 %. Donc, on fait vraiment piètre figure. Donc, c'est bien beau faire des plans d'action, des stratégies, mais si les femmes n'ont pas d'emploi décent vers lesquels se tourner pour ne pas entrer dans la prostitution ou pour en sortir, si les femmes n'ont pas d'endroit où aller quand elles veulent quitter un conjoint violent ou se soustraire à la violence d'un membre de leur famille, si les femmes continuent d'être mal payées et de ne pas avoir accès à la mobilité sociale, bien, c'est des vœux pieux, toutes ces mesures-là. Donc, oui, il faut faire diminuer la violence, mais il faut nécessairement que cela s'accompagne aussi d'autonomie économique pour les femmes. Merci beaucoup, Éliane. Je pense que ton énoncé suffit à nous convaincre que notre gouvernement n'est manifestement pas dans la bonne direction. À peu près tout ce qu'elle a mentionné ne fait pas partie vraiment du plan du gouvernement actuel.
c'est assez clair et va falloir continuer de travailler fort pour maintenir notre filet social. En un mot, on peut l'appeler comme ça. Et le maintenir et le développer. Alors, Isabelle Paillet. Alors, cher Nicolas, pas facile de suivre après ça avec un angle sans doute assez différent, mais qui porte sur, qui est pas sans lien, sur le rôle des hommes et aussi la culture dans laquelle on vit tous et qui porte une violence en elle, une tendance à la marchandisation des femmes et à la banalisation de la violence. Alors, à toi la parole. Bien, merci. Merci de m'accueillir. Alors, je vais parler comme homme, mais je vais aussi parler comme psychologue qui pratique... J'ai oublié de te présenter, moi, là. C'est pas grave. Non, c'est vrai, j'ai fait mon beau passage vers Nicolas. Je vais le faire. Oui, vas-y, en quelques mots. J'ai d'autres identités. Il y a l'homme, il y a le psychologue qui a écouté quand même... beaucoup de violence depuis, ça fait 19 ans que je vois des patients, puis la violence fait partie de ce que j'entends à chaque semaine, et la violence faite aux femmes en particulier, je dirais que, même si je suis un psychologue, je dirais généraliste, là, qui n'est pas spécialisé là-dedans, je dirais que c'est à peu près au moins le tiers de ma pratique qui est lié à la violence sexuelle, donc ça donne une indication, je dirais, c'est un chiffre qui est lié seulement à ma pratique, là, mais violence sexuelle aussi faite aux hommes et aussi faite par les hommes. J'ai eu des gens aussi qui ont fait subir la violence sexuelle. Comme intellectuel aussi, ça fait des années que je réfléchis à ça. Je me suis même penché dans ma thèse de doctorat il y a assez longtemps. C'est l'université qui me fait penser à ça. La question du deuil, je reculais aux origines de la philosophie, par exemple, à comment les émotions ont été séparées de la raison, et puis toute la question du féminin et du masculin. C'est quelque chose qui est depuis les origines de la culture occidentale. Donc, je vais vous parler un peu de tout ça en 15 minutes. Donc, toutes ces réflexions m'ont amené à nommer peut-être 3 choses. La reconnaissance, la protection, puis la créativité. Je dirais que c'est les 3 mots qui me sont venus, qui seraient un peu 3 moments pour s'en sortir, je dirais, de la violence, parce qu'on m'a demandé de réfléchir à comment on pourrait s'en sortir individuellement et collectivement. Puis pour moi, c'est des étapes qui se ressemblent d'ailleurs dans une démarche personnelle, psychanalytique par exemple, puis aussi une démarche, on pourrait dire, de psychanalyse de société. Je commencerai par la reconnaissance, qui est selon moi l'étape la plus importante, parce que les autres ne peuvent pas arriver après. Je pense qu'au niveau individuel, on comprend très bien que la reconnaissance d'une violence subie ou d'un abus, tout commence par là. Je pense que le déni fait des ravages épouvantables, autant au niveau individuel que social. Et collectivement, la reconnaissance de ce qu'on appelait tout à l'heure la violence structurelle aussi est une chose très importante. Ce que les hommes peuvent faire d'ailleurs, c'est participer entre autres à cette reconnaissance de la violence qu'ils portent en eux. Qui vient souvent de leur histoire personnelle, mais aussi, je dirais, de leur inscription dans une société violente. Et donc, la violence qui les traverse vient de leur histoire et aussi de l'histoire avec un grand H, on pourrait dire. Et de reconnaître ça, c'est déjà là, je dirais, amener la question sur un terrain intéressant, c'est-à-dire qu'on lutte tous contre une certaine violence qui nous dépasse. Et on pourrait la nommer la culture du viol. Je pense que c'est une bonne expression. Culture aussi du harcèlement. Je pense que c'est un mot qui est porteur. Et étymologiquement, ça vient de la herse. C'est un outil agricole qui a tendance à niveler tout, c'est-à-dire à couper tout ce qui dépasse. Hein. Puis donc, l'expression d'harcèlement fait allusion à ce que j'appellerais une monoculture, c'est-à-dire que la culture du viol serait une sorte de monoculture aussi, au sens où c'est la violence du même, hein, c'est-à-dire que tout doit être semblable, tout doit être objectifié, et donc toutes les différences sont nivelées. Et il me semble qu'avec cette idée de harcèlement, on réunit plusieurs causes, hein, c'est-à-dire que
on pense tout de suite à l'analogie, je dirais, agricole, donc à une sorte d'écologisme qui serait lié aussi à un féminisme, c'est-à-dire que c'est une monoculture aussi liée, je pense, à la cause autochtone aussi. Je pense que à toutes les différences, et je lirais même le féminisme, l'écologisme, la cause autochtone aussi au souverainisme d'une certaine façon, parce que la monoculture marchande et capitaliste a tendance à justement amener toutes les cultures vers une seule culture, hein, la culture du même. Donc, il y a plusieurs causes, je dirais, qui pourraient se retrouver autour de cette reconnaissance qu'on vit une culture du harcèlement. Évidemment, depuis toujours, mais on pourrait dire en particulier depuis une certaine radicalisation du capitalisme. Toute cette idée je dirais, de la violence du même. Il y a une phrase dans le dossier qui est très belle de la poète Hélène Knott qui dit parce que j'ai l'impression que tes yeux font une courbe autour de moi. Donc, c'est très beau. C'est aussi l'idée qu'on n'est pas capable de voir les femmes au singulier, d'une certaine façon, qu'on les voit en série, qu'on les voit comme objets. Et je pense que c'est vrai du monde aussi en général. On a tendance à voir la marchandise et non pas à voir aussi le réel, dans le beau sens de ce mot-là. Je pense que, donc, on peut dire qu'aux agressions non dénoncées au sens individuel, on pourrait aussi parler d'une vaste agression non dénoncée au sens collectif. C'est-à-dire que je pense qu'il faut la dénoncer aussi, en même temps. Il y en a plusieurs en même temps, en fait. Parce que la violence, c'est un peu comme une patate chaude. C'est-à-dire que quand on la porte, on a tendance à la donner. Et donc, quand on la subit, il y a des bonnes chances qu'on la transmette d'une certaine façon. Et donc, la première chose, c'est de reconnaître qu'on la porte. Je pense que déjà là, on avance beaucoup sur ce terrain-là. Une autre chose qui me semble importante après la reconnaissance, il y a la question de la protection. Hein. Tantôt, j'ai entendu le mot protéger. Il faut protéger les enfants, il faut protéger les femmes, il faut protéger les pauvres aussi, les plus vulnérables. Il faut protéger les différents, il faut protéger les marginaux. Dans le dossier, on parle beaucoup aussi de protéger les immigrants, par exemple. Et donc, protéger peut-être les plus vulnérables. Et je pense que dans ma pratique de psychologue, par exemple, il y a toute cette idée de créer une sorte de... Tous les gens qui ont vécu des traumas vont avoir besoin d'une part de reconnaissance et aussi, je pense, d'une sorte d'enveloppe, hein, de cocon, de créer aussi, de recréer une sorte de sécurité. Je prendrais l'analogie médicale peut-être d'une fracture qui a besoin d'un plâtre à un certain moment. Et je pense que au niveau social, on peut voir aussi que la société, à travers différentes institutions, essaie de créer cette protection-là, souvent de façon malhabile, mais je pense que justement, c'est important de voir comment on pourrait mieux protéger. Je pense évidemment à la DPJ, qui est une protection de la jeunesse. Je pense à l'IVAC, la protection des victimes d'actes criminels. Mais je pense à différentes institutions. Il y a les centres d'hébergement. Mais je pense plus largement que ça. Puis le fait qu'on soit dans une université, ça me fait... Je suis pas capable de pas parler du fait que la violence faite aux femmes a explosé aussi à l'université. Puis pour moi, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que je pense que dans le filet social, il y a un trou au niveau de l'université. C'est-à-dire que je pense que les femmes majeures qui étudient à l'université sont mal protégées. C'est pour ça, je crois, que c'est entre autres par là que ça a explosé. Et pas juste par là, évidemment. Par exemple, dans le milieu autochtone aussi, j'ai l'impression on pourrait peut-être en reparler tout à l'heure de comment il y a un manque de protection. Donc, le filet social, quand il y a des trous, quand il manque de protection, c'est pas pour rien que par là s'expriment des choses et que la violence est peut-être plus abrupte. Comme psychologue, moi, il y a l'ordre des psychologues, par exemple, hein, parce qu'il y a une certaine... on sait que, malheureusement, même dans un cas de grande vulnérabilité, par exemple, de patients avec leur psy, il y a des cas d'abus sexuels, par exemple, ou de relations... sexuelle et l'ordre des psychologues est là pour protéger le public, par exemple. C'est une institution très, très imparfaite, l'ordre des psychologues, mais qui a quand même cette fonction intéressante de ne pas être pour les psychologues, mais d'être là pour protéger le public. Et moi, ça me frappe de comment, pour avoir étudié à l'université, pour avoir été chargé de cours aussi, comment il n'y a pas l'équivalent à l'université, alors que
c'est une des situations sociales où quelqu'un peut être très, très vulnérable. Par exemple, on pense à une étudiante au doctorat avec un prof qui est dans une certaine forme d'emprise et de dépendance dont il n'est pas facile de sortir. Hein. On sait très bien que, bon, il y a toutes les études qui sont en jeu. Souvent, c'est des gens qui donnent des salaires. Il y a une situation d'extrême, je dirais, emprise. Et à ça, la société devrait répondre par une extrême protection. Et au contraire, je dirais, il y a une forme de banalisation de, bon, c'est des femmes majeures, c'est quand même des adultes consentants, on entend ce truc-là, il ne faut pas faire la morale là-dessus. Mais ce que je vois dans ma pratique et ce que j'entends aussi, c'est que ça cause des dommages très graves. Et je pense qu'il faut penser à de meilleures structures. Et moi, je suis très insatisfait de ce que j'entends à ce niveau-là. On parle de comité d'éthique, de profs, puis il faut se plaindre au directeur du département, tout ça. Mais même au niveau politique, je pense que quand il y a eu l'affaire Sklavounos, par exemple, où on se disait, bah, c'est le whip qui va s'occuper de ça. Puis ce que je dénoncerais de tout ça, c'est qu'il y a un principe très simple qui dit qu'on ne peut pas être juge et partie. Et je pense qu'il faudrait un tiers plus indépendant que ça pour protéger. Et ça ne peut pas être au sein du milieu universitaire, ça ne peut pas non plus être au sein du milieu politique. Par exemple, moi, l'Ordre des psychologues, il y a des syndics, il y a des gens qui sont des avocats là-dedans. C'est pas des gens avec qui on fait affaire tous les jours. Hein? C'est pas le collègue du département qui va m'appeler pour me dire écoute, fais attention. C'est pas ça. C'est beaucoup plus sévère que ça. Il y a un pouvoir disciplinaire, hein, et quand il y a des gens qui parlent d'un ordre des enseignants, par exemple, on peut être contre pour plusieurs raisons. Par exemple, il faut pas rajouter aux profs qui travaillent déjà super fort et puis qui sont déjà très brûlés. Je vis avec une prof d'ailleurs, donc je sais de quoi je parle. Et on peut pas leur rajouter en plus, bon, de la formation continue. Puis c'est très lourd, un ordre professionnel, mais je pense qu'au niveau social, il faudrait être plus créatif que ça. Puis inventer. Il manque une structure, en fait, actuellement, de protection parce que les professeurs à l'université, mais on pourrait parler du cégep, du secondaire, même du primaire, tous les entraîneurs de sport, par exemple, ça sort souvent dans des relations de pouvoir, des relations souvent pédagogiques, et il faudrait trouver un moyen d'encadrer ça. Et clairement, ça n'existe pas actuellement. C'est trop faible, la protection qu'on a. Donc, ça prendrait quelque chose qui a un pouvoir disciplinaire, par exemple. Les psychologues, les médecins, les avocats, c'est des gens qui peuvent être radiés, par exemple, de leur profession. Et donc, il y a une couche, je dirais, de protection qui est intermédiaire seulement par rapport à la loi, avec un grand L, là, et on sait que les victimes se plaignent souvent de la loi avec un grand L qui prend des années, qui souvent trouve que les faits sont pas assez probants, puis tout ça, alors qu'une structure éthique, je dirais intermédiaire, amènerait quelque chose de beaucoup plus important et intéressant. Il y a un prof d'université qui par exemple, se ferait appeler par un ordre qui dirait, écoute, on pourrait te radier là, pendant quelques mois ou quelques années. Je pense que ça aurait un effet quand même un peu plus dissuasif, j'ai l'impression. Et suite à ça, cette institution-là pourrait s'occuper aussi pas seulement d'un pouvoir disciplinaire, mais aussi d'être un pont, un relais pour aider les victimes et aussi former, je dirais, aussi un certain milieu pédagogique qui en aurait grand besoin. Voilà pour la protection. Je pourrais en dire beaucoup plus. Je vais juste lancer comme ça des idées. Je pense que la créativité est la troisième étape où je pense qu'il faut arriver pour s'en sortir, je dirais individuellement quand on a été victime, mais aussi collectivement. Il faut sortir d'un état de peur, d'un état de danger, qui est toujours un état très difficile psychiquement, puis aussi pour une société, où on manque d'espace pour penser, et on est dans le stimulus-réponse, on est à vif, on est en fait en survie. Hein? On est en mode survie et on est en mode danger, un peu comme un animal traqué dans la brousse. Et puis à ce moment-là, ça a beaucoup d'impact sur notre psychologie et ça a beaucoup d'impact sur notre corps aussi, d'être toujours en mode danger. Par exemple, il y a beaucoup de victimes qui ont des problèmes de sommeil, par exemple, parce que s'endormir, comme on dit, c'est un peu s'abandonner dans les bras de Morphée, si on veut. Donc c'est s'abandonner. Hein? C'est donc de ne pas être dans un mode, il faut que
il faut que je reste éveillé, il y a un danger. Et donc, la sécurité peut amener tranquillement un état où il est possible de retrouver une certaine créativité, un certain abandon, une certaine relation de confiance aussi, parce que c'est ça qui est brisé aussi avec la violence. Et quand il n'y a pas de confiance, quand il n'y a pas d'abandon, ben, c'est très difficile de s'en sortir. Hein. On vit pas, on survit. Et je pense que comme société, il faut sortir de la survie puis aller vers quelque chose comme la vie aussi. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde individuellement, puis c'est ce qu'on souhaite à toutes les collectivités également. Je pense que tout ça, ça demande entre autres des hommes aussi d'être plus conscients de toutes ces choses-là, puis de participer à... Tu sais, il y a eu la révolution tranquille dont on parle beaucoup. Celle dont on parle moins, c'est la révolution, je dirais, des genres, c'est-à-dire celle qu'on vit, celle de ma génération, je dirais, puis celle de la génération qui me suit. Évidemment, ce qui est très intéressant, c'est de voir que moi, je vois beaucoup de gens de mon âge qui ont des enfants, qui vivent des couples très différents, qui éduquent leurs enfants très différemment, qui ont un respect des femmes aussi qui est très différent. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on dit socialement, finalement, que c'est une génération qui n'a rien fait socialement, politiquement. Et donc, ce qu'on voit, c'est que quand on révolutionne les genres, on fait rien. C'est un peu ça qu'on dit socialement. Donc, quand on a une pancarte dans les mains, puis qu'il y a quelque chose de très viril qui se passe là, et puis qu'on change des structures sociales, ça va dans les livres d'histoire, puis ça, on dit qu'on est quelqu'un d'engagé, mais quand on fait les lunchs, pas vraiment. C'est pas quelque chose dont on parle dans les livres d'histoire, disons. Donc, il y a là quelque chose d'une espèce de méchant tour de l'histoire là, qui se joue à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a une révolution majeure qui se passe. Moi, je pense que c'est très récent dans l'humanité qu'il y a des couples comme ça, qu'il y a des familles comme ça, qu'il y a des relations. Puis on pourrait parler de toute la révolution des genres aussi, avec toute la question homosexuelle et puis des trans, puis tout ça. Mais bref, il y a une grande révolution qui se passe. Puis je pense qu'une des choses à faire, c'est de la valoriser, tout simplement. Puis si on veut que les hommes y participent, je pense que les hommes ont besoin de ça. Là, si je les généralise, il ne faut jamais faire ça, mais je vais le faire. Souvent, le bon truc, si vous voulez que les hommes participent plus, c'est de leur dire qu'ils participent à l'histoire, justement, parce que les hommes ont peur de mourir en général. Donc, ils ont besoin de se faire dire qu'ils vont laisser une trace. Puis, donc, on peut leur dire qu'ils vont laisser une trace s'ils participent à cette révolution, qui est une grande révolution. Et qui est notre évolution actuelle. Le monde a évolué. Je pense que après ça, on va pouvoir rebrancher les autres évolutions à ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir un retour du politique au sens plus classique, je dirais. Probablement avec des partis politiques, puis tout ça, il y a quelque chose qui s'organise actuellement, mais je pense qu'il ne faut pas dévaloriser aussi ce qui s'est passé, puis ce qui se passe tous les jours dans les maisons, dans les écoles et tout ça, et par exemple dans les bureaux de psy, que l'intime est aussi politique, et ça, je pense qu'il faut le rappeler, et le rappeler, parce que c'est pas quelque chose qui va partir. L'intime doit rester important. Et donc, il faut faire attention quand on parle de changer la société, pour moi, c'est aussi ça. On la change au singulier et on la change dans l'intimité. Et c'est aussi important que de bâtir un gros barrage électrique, par exemple, ou quelque chose comme ça, qui est une très bonne idée. Mais je pense que d'aimer ses enfants aussi, c'est une bonne idée. Donc, je vais m'arrêter là, mais je crois qu'on va continuer la discussion ensemble tout à l'heure. Merci, Nicolas. Je vais réparer mon erreur pour vous apprendre ce qu'il n'a pas dit, qu'il est aussi éditeur chez Nota Bene et écrivain. Il a écrit plusieurs ouvrages. Si vous avez apprécié sa présentation, allez les bouquiner, dont un livre qui s'intitule « Ce que dit l'Écorce » avec Catherine Mavrikakis, qui est l'écrivaine qui signe notre carnet en ce moment dans la revue Relations, et c'est un livre qui était finaliste au prix littéraire du gouverneur général du Canada en 2015. Alors, ça souligne sans doute la qualité de l'ouvrage. Alors, Aurélie Langto a le mot de la fin.
Elle est peut-être plus connue de vous. Elle est assez présente dans les médias, dans différentes publications. Elle vient tout juste de terminer ses études en droit à l'Université McGill. Ça y est, c'est fini. Et elle est diplômée en journalisme de l'UQAM. Elle est aussi l'auteure de l'essai « Les libéraux n'aiment pas les femmes », publié chez Lux, que vous connaissez peut-être, qui a eu un assez beau succès. Et elle faisait partie du groupe aussi de Faut qu'on se parle, qui a traversé le Québec il n'y a pas si longtemps. Dans notre numéro, elle signe un article au très beau titre. C'était le tien d'ailleurs, c'était ton titre, je crois? Oui. Oui, c'est ça. Ça s'intitule « La langue déliée, la mémoire courte ». C'est un très bon texte, mais aussi un très beau titre. Et donc, Aurélie Lantou va nous parler plutôt va nous amener sur le terrain des réponses judiciaires et sociales aux différentes situations de violence, leurs limites, leurs possibilités et vers quoi il faut s'en aller. Ben oui, c'est ça. On a quand même effleuré un peu la question des réponses à la fois sociales, institutionnelles dans le cas de l'université, mais assez peu finalement des réponses judiciaires au problème des agressions sexuelles. Mais d'abord, peut-être mettre un peu en contexte. Là, moi, la réflexion que je propose dans le texte qui est dans la revue, dans la dernière édition de la revue, c'est de dire qu'effectivement, bon, évidemment, dans les dernières années, depuis 2014, avec l'éclatement à l'automne 2014, donc de l'affaire Ghomeshi, cet animateur vedette de la CBC qui avait été l'objet de plusieurs accusations de harcèlement sexuel, il y a eu bien sûr le mouvement agression non dénoncée, been raped, never reported. Et il y a eu, à partir de ce moment-là, à mon avis, le décloisonnement d'une parole, que je crois qu'on peut qualifier de sans précédent. Hein, le fait que autant de femmes aient pris la parole à ce moment-là, autant sur les réseaux sociaux, hein, bien sûr, l'espèce de déferlante, on l'a vu surtout sur les réseaux sociaux avec le fameux mot-clic, là, been raped, never reported, mais aussi dans les médias en général. Plusieurs personnalités publiques à ce moment-là ont dit, écoutez, moi, j'ai été victime d'une agression. On se souvient à ce moment-là, il y a eu Julie Miville-Deschênes, par exemple, qui en avait parlé, qui était présidente du CSF à ce moment-là, Alexa Conradi aussi, qui était présidente de la FFQ, certaines personnalités politiques, des gens dans les médias. On se souvient d'un article très percutant de Michel Ouimet, notamment, qui avait raconté l'agression dont elle avait été victime. Donc, je crois qu'il y a eu à ce moment-là une prise de parole sans précédent. Je crois que les réseaux sociaux y ont été pour beaucoup, évidemment, mais il y avait aussi peut-être, comment dire, l'aboutissement d'un travail féministe qui était fait de l'intérieur sur ces questions-là depuis plusieurs années. Donc, on a eu cette libération de parole-là, mais moi, la question que je pose 3 ans plus tard, enfin presque 3 ans plus tard, c'est, mais quelles leçons a-t-on appris? Et surtout, est-ce que la collectivité a su recevoir cette parole-là? Et moi, à mon avis, c'est là que c'est beaucoup moins clair, parce que je crois qu'effectivement, il y a eu cette parole-là qui a été émise, mais qui est finalement tombée dans un vide. Et ce constat-là, moi, je l'ai fait assez avec assez de déception au moment où on a observé l'affaire Alice Paquette et peut-être aussi l'affaire des femmes autochtones de Val-d'Or qui a éclaté récemment. Dans le cas de l'affaire Alice Paquette, bien évidemment, il y a eu, comme d'habitude, l'espèce de traitement médiatique extrêmement dénigrant qui a été fait des accusations qui étaient portées sur la place publique par Alice Paquette. Et dans le cas des femmes autochtones de Val-d'Or, ben, il y a eu bien sûr la déjudiciarisation complète du dossier. Aucune accusation n'a été portée. Il y a eu, comme par mesure pour essayer de faire une tentative, je sais pas, de mitiger cette décision-là de ne porter aucune accusation, une commission d'enquête ou enfin un commissaire indépendant, une commissaire indépendante qui a été mandatée de réfléchir sur la question. Mais toujours est-il que ces bavures-là n'ont pas été sanctionnées d'aucune manière. Et moi, j'ai trouvé que la façon dont, dans la foulée de ces 2 affaires-là, on a parlé de la violence sexuelle dans les médias, dans le débat public en général, nous montre qu'on n'a peut-être pas tiré les leçons qui s'imposaient du mouvement agression non dénoncée, dans la mesure où les femmes qui dénoncent se retrouvent encore laissées à elles-mêmes. Alors là, mais là, par exemple, je crois qu'il faut distinguer 2 choses. Puis moi, j'en suis venue à me dire que le problème dans la réponse du public ou de la collectivité aux questions, aux dénonciations qui sont faites, c'est comme s'il y avait une espèce de mélange des genres qui s'opérait. C'est comme si on plaçait la solidarité qu'on a à l'égard des victimes à la remorque de ce que disent les tribunaux des allégations qui sont faites ou ce que disent les médias à partir de ce qu'ils couvrent des tribunaux. C'est comme si le public se sentait l'obligation d'adapter sa réaction
au déroulement du procès. Alors qu'au fond, on devrait bien voir qu'il s'agit de deux choses très différentes. Hein? Ce que disent les tribunaux, les juges sont appelés à se prononcer sur la preuve qui leur est soumise. Évidemment, ça a une certaine valeur. L'examen qui est fait, il est rigoureux, il est important. Toujours est-il que ça ne devrait pas moduler à ce point-là la réponse que la collectivité devrait avoir à l'égard de la victime. Si on s'occupe d'une femme qui dénonce, ça ne veut pas dire qu'on méprise la présomption d'innocence. Ça veut juste dire qu'on recueille la parole d'une femme qui dit avoir souffert d'une agression. Et moi, notre incapacité à faire cette distinction-là, je la trouve excessivement problématique. Alors, il y a deux choses. Premièrement, il est vrai que pour le traitement judiciaire des agressions sexuelles, on pourrait faire toute une série de réformes. Certains parlent de réforme des règles de preuve pour faire en sorte que les victimes soient un peu moins malmenées en cours. Il y a certaines personnes qui proposent aussi de restreindre la publicité des procès pour agression sexuelle en protégeant davantage, par exemple, l'identité des plaignantes. Il y aurait aussi des questions à se poser sur les réformes des méthodes d'enquête qui sont appliquées dans les cas de dénonciation d'agression sexuelle. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a même pas 2 mois, dans le Globe and Mail, il y a eu une très grande enquête sur le rejet des plaintes pour agression sexuelle jugées infondées partout au Canada. On s'est rendu compte finalement que les services de police rejetaient une très grande quantité de plaintes qui étaient formulées sur la base qu'elles étaient infondées, du fait qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves qui avaient été recueillies, etc. Ça ne nous dit rien sur la véracité des événements. Simplement, on se rend compte que les enquêtes sont généralement, sont souvent incapables de constituer une preuve suffisante à porter des accusations. Et fait intéressant, on se rend compte à quel point il y a des disparités entre les différents services de police, ce qui nous dit qu'il y a très peu d'uniformisation quant aux méthodes d'enquête et d'interrogatoire qui sont employées, ce qui donc suggère aussi que peut-être, parfois, on en échappe dépendamment de la sensibilité des policiers qui sont devant nous. Et je pense que sur le point précis des mesures d'enquête, on peut aussi mentionner rapidement la conclusion à laquelle en était venue Maître Fanny Lafontaine, la commissaire qui avait été nommée pour faire la lumière sur les événements de Val-d'Or, qui disait c'est impossible. Évidemment elle dit bien sûr que l'enquête n'a pas pu mener au dépôt d'accusation parce que c'est impossible de rassembler une preuve qui est déterminante ou qui est suffisamment substantielle si on ne tient pas compte du contexte social qui est particulier aux questions des femmes autochtones, si on ne tient pas compte du racisme systémique qui légitime les violences qui sont faites aux femmes autochtones. Donc, c'est de dire que, sur le front judiciaire, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Bon, il y a d'autres choses aussi. Encourager la formation continue auprès des juges pour qu'ils soient bien au fait des critères applicables dans leur délibération sur les affaires d'agression sexuelle. Là, on a encore eu une bavure à ce niveau-là très récemment avec ce juge de la Nouvelle-Écosse qui a acquitté un chauffeur de taxi qui avait vraisemblablement agressé une fille inconsciente sur sa banquette arrière. Il a appliqué les mauvais standards de preuve, a acquitté l'accusé et ensuite a été destitué, en fait, a été obligé de remettre sa démission. Donc voilà pour le volet judiciaire. Évidemment, je prétends pas du tout faire un survol exhaustif. Le droit criminel et pénal, ce n'est pas du tout ma spécialité. Mais toujours est-il que ça donne quand même une certaine idée. Pour ce qui est de la responsabilité de la collectivité, déjà, il y a 2 mesures très concrètes que je pense qu'on peut nommer. Il y a le fait qu'on devrait fournir aux victimes d'agressions sexuelles des conseils juridiques indépendants pour les aider à faire face aux procédures judiciaires. Ça, on n'en parle jamais, mais les femmes ne bénéficient pas de ce soutien-là systématiquement. Et puis, rappelons, puis ça aussi, c'est généralement un peu oublié, la couronne, elle n'est pas là pour représenter les victimes. Hein. Elle représente l'application de la règle de droit, ce qui fait en sorte qu'elle ne donne pas de conseils juridiques aux femmes qui portent plainte. Et souvent, ces femmes-là, donc, sont très peu préparées au moment où elles sont confrontées aux procédures judiciaires, ce qui fait en sorte qu'elles peuvent se contredire plus facilement, elles sont pas préparées psychologiquement, etc. Et ça peut donner des ratés un peu dommageables. C'est d'ailleurs à peu près ça qui s'est passé dans le cas de l'affaire Ghomeshi. Hein. Clairement, ces femmes-là n'avaient pas été très bien conseillées, elles se sont parlé entre elles, ça a entaché la preuve, blablabla. Bon. Il y a aussi le fait qu'on devrait s'assurer que les femmes qui dénoncent ont accès à des ressources de l'accompagnement psychologique et social adapté aux accusations qu'ils mettent de l'avant. Ça, donc, c'est peut-être à l'échelle de l'intervention
individuelle. Je pense qu'il faut aussi porter un regard très sérieux sur la façon dont nos politiques publiques ont un impact sur la violence faite aux femmes. Eliane le disait très bien tout à l'heure, la pauvreté chez les femmes ou la précarité économique est un des facteurs qui fait en sorte que c'est le plus difficile pour elles de s'extirper des situations de violence, parce que qui dit pauvreté dit souvent situation de dépendance économique, choix évidemment limité pour aller chercher certaines ressources. Or, on sait que présentement, les mesures, les investissements dans les infrastructures sociales sont en déclin. Les femmes sont les premières à en faire les frais. Les compressions dans les services publics tendent à pénaliser davantage les femmes parce qu'elles utilisent davantage les services publics. Elles travaillent davantage dans l'économie publique, donc forcément elles voient leurs emplois aussi devenir plus fragiles. Et donc, qui dit fragilisation de la condition économique des femmes, même si c'est fait de façon assez indirect, va faire en sorte que ça va être plus difficile pour les femmes d'aller chercher les ressources nécessaires. Mais bon, Eliane l'a très bien expliqué tout à l'heure. Il y a aussi le fait qu'on devrait réfléchir à la façon dont nos modèles de développement économique ont des conséquences sur les violences faites aux femmes dans différentes collectivités. Là. On a parlé tantôt de la question sur les réserves autochtones, mais je crois qu'il faut aussi parler de l'impact sur la violence faite aux femmes des grands projets de développement extractif dans le nord du Québec, comment ça s'accompagne souvent de l'augmentation de la traite prostitutionnelle, des situations de dépendance économique des femmes, donc aussi de l'augmentation de l'occurrence par exemple, de voies de fait commis en contexte conjugal, l'augmentation des agressions sexuelles. C'est su en ce moment dans les collectivités qui ont connu un développement extractif important dans les dernières années. Il y a eu une augmentation très, très marquée de la violence faite aux femmes. Donc, c'est là qu'on voit qu'il faut aussi réfléchir très largement à la façon dont on organise économiquement et socialement la façon, notre société, finalement, et les liens que ça peut avoir sur la violence qui est faite aux femmes. Là, pour vous le dire rapidement, là, quand je parlais de l'augmentation de la violence liée au développement extractif, en 2011 et 2014, dans la région administrative nord du Québec, seulement, là, donc la Côte-Nord, etc. En fait, c'est pas la Côte-Nord, c'est le nord du Québec. Augmentation des signalements pour agression sexuelle de 50%, augmentation des voies de fait commis en contexte conjugal de 300%. Donc, ça peut donner une idée, et tout ça survient dans un contexte où les groupes communautaires qui viennent en aide aux femmes victimes de violences, les maisons d'hébergement, etc., sont eux aussi sous-financés, ce qui fait en sorte que les femmes ont d'autant moins de ressources vers lesquelles se tourner. Pour conclure, j'aimerais revenir sur la question des mesures institutionnelles, parce que là, j'ai parlé un peu des politiques publiques, puis des mesures judiciaires qu'on pourrait entreprendre. Je crois que c'est important de revenir sur la question des politiques institutionnelles qui a été très bien abordée tout à l'heure. Dans les dernières années, on a, dans la foulée du mouvement Agression non dénoncée, on a réfléchi et on parle de plus en plus de la violence sur les campus universitaires. Évidemment, il y a la violence qui est commise entre les étudiants, mais il y a aussi la violence et les situations d'abus ou d'harcèlement qui sont commis par des personnes en poste de pouvoir à l'université ou au cégep sur des étudiants. Mais ça, évidemment, les solutions, il y a deux volets à ça. Premièrement, il y aurait le fait de rendre interdit les relations sexuelles entre les professeurs et les étudiants. En fait, moi, je m'explique très mal la timidité qu'on a à faire ça. Sans parler nécessairement de la création d'un ordre professionnel pour les professeurs, les universités pourraient tout à fait interdire ça dans leur politique institutionnelle et ça ferait en sorte que ce serait clair. Il n'y aurait pas d'affaire de délibérer entre collègues sur un conseil d'éthique sur c'était-tu correct ou oui, non. Si tu dis que c'est interdit dans un contexte professionnel de relations étudiant-professeur, si ça survient, c'est donc interdit. Et moi, je comprends pas du tout, en fait, pourquoi est-ce qu'on hésite à faire de ces gestes-là des infractions, alors qu'il y a plein d'autres contextes professionnels où il y a effectivement un rapport de pouvoir qui peut exister, où ces relations-là sont interdites et puis on le remet pas en question. Là. C'est le cas de la relation médecin-patient, par exemple. Bon.
Il y en a toute une série. Et par ailleurs, si c'était inclus à la politique institutionnelle des universités, ben les universités, en tant qu'organismes parapublics, ont aussi la compétence d'instituer des instances de délibération quasi-judiciaires qui donc permettent à un tiers de se prononcer sur la mise en œuvre et la violation des politiques institutionnelles. Donc, ça permettrait justement de faire intervenir un tiers dans ces réflexions-là. Et pour ce qui est de l'arbitrage des infractions ou des agressions qui pourraient être commises entre étudiants, ben, je pense que la mise en place d'une procédure claire de plainte et d'accompagnement pour les victimes est très importante. Nous, à McGill, on l'a fait. Ça a été mis en application et ça a été d'ailleurs porté, je dis nous, parce que ça a été porté par un comité d'étudiantes en droit dans les dernières années avec qui j'ai travaillé un peu. Ça a été mis en place. C'est une procédure officielle de plainte et il a été spécifié et dit d'entrée de jeu que l'important dans ces situations-là, c'est de ne pas mettre l'accent sur les sanctions, mais de bien mettre l'accent sur l'accompagnement de la victime. De dire que l'idée, c'est pas de dissuader par la peur de la punition, mais c'est bien d'envoyer un message clair que les femmes, s'il y a un événement déplorable de violence qui survient, elles ne seront pas laissées à elles-mêmes là-dedans. Ça vient tout juste d'être mis en œuvre. Je peux pas vous dire les résultats que ça aura, mais à tout le moins, je pense que ça a le mérite d'envoyer un message clair. Donc, je m'arrêterai là-dessus. On aura l'occasion, j'imagine, d'y revenir pendant la discussion. Merci. Ils sont assez exemplaires, mes invités, vous ne trouvez pas, hein? Super obéissants. Ils nous donnent beaucoup de matière en peu de mots. Vraiment, bravo, bravo. Je suis gâtée. Mais là, on en a absorbé beaucoup. Et pour continuer avec vous tous, on va prendre une petite pause de 15 minutes.